Et salut à toi qui t'es perdu encore une fois. Ça y est, je le fais, la vidéo sur qu'est-ce que le trouble borderline. Je vais faire ça de façon très décousue puisque j'ai du mal à être organisée dans ce que je dis et ce que je pense. J'ai mes petites notes, donc je vais lire un petit peu de temps en temps parce que je suis pas très, comment dire, pas encore assez familière de mon trouble parce qu'il y a plusieurs choses et il y a des choses où j'ai encore du mal à me reconnaître. Donc d'une part, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible ce que c'est que le trouble borderline et comment ça se traduit chez moi en fait. Bon, je suis un petit peu surexcitée en ce moment, donc j'espère que ça va pas partir dans tous les sens, même si je pense que si. Alors avant toute chose, première entorse, pas de café, sirop de framboise. Je me la joue enfant aujourd'hui. J'ai besoin de m'occuper les mains, donc il y a moyen que je me roule une clope pendant l'explication ou quoi que ce soit. Bref, on est parti. On va essayer de voir ce que c'est que les troubles de la personnalité limite et plus particulièrement les personnes borderline. Alors, avant toute chose, il faut savoir que dans la psychologie ou la psychiatrie, c'est un peu pareil, il y a deux grandes catégories de troubles. Dans les noms te parlent certainement. Tu as les névroses. Donc ça, c'est les névroses, comment dire, la personne, enfin le patient est conscient de ses troubles. Et tu as de l'autre côté en opposition la psychose, où là tu as une perte de contact avec la réalité en fait. C'est un côté inconscient des troubles. C'est pas vraiment dans le déni des troubles, c'est que t'as pas conscience en fait de tes troubles. Je sais pas si c'est bien clair, mais donc l'état limite, c'est considéré entre les deux. C'est-à-dire que pour une grosse majorité des troubles, tu sais bah voilà, que tu as des problèmes pour ci, pour ça. Et en même temps, il peut y avoir une part de déréalisation, c'est-à-dire une part de perte de contact avec avec la réalité, pardon. Voilà. Donc, l'état limite, bon, borderline, hein, ça veut dire la même chose, c'est entre les deux. Après, qu'est-ce que ça veut dire plus particulièrement état limite? En fait, ça va regrouper globalement les difficultés dans les relations sociales, l'impulsivité et les troubles dans l'image de soi. Voilà. Alors, en sachant que moi, je suis personnalité borderline et en même temps, actuellement, je suis en dépression et j'ai un syndrome de l'imposteur. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Je rajoute aussi les troubles les troubles de l'anxiété, je veux dire. Voilà. C'est brouillon. Au secours, c'est brouillon. Au secours. Je vais aborder ça par grande catégorie, on va dire. Alors, premièrement, ce qui revient très souvent dans les explications de la maladie, c'est l'abandon. Une peur vraiment pathologique de l'abandon, qu'il soit, on va dire, raisonné parce que tu as fait quelque chose de mal, donc la personne va t'abandonner, ou qu'il soit juste fantasmé, on va dire, c'est-à-dire c'est toi qui te fais des films en gros, qui te dit bah il va m'abandonner, voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est inconscient dans la relation à l'autre. Moi, par rapport à ça, j'ai du mal à me placer, franchement, parce que je suis quelqu'un de très solitaire, qui apprécie donc ben, la solitude, donc d'être seul. Euh, donc la peur de l'abandon, j'avoue que j'ai du mal à me dire que j'en fais partie. Après, je sais que je suis dans le déni, parce que inconsciemment, je fausse un petit peu mes relations sociales par peur d'être rejetée ou abandonnée.
Ah, c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a cette peur viscérale en fait dans la relation à l'autre d'être rejeté, mise de côté, qu'on ne prenne pas au sérieux. Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là. Viennent ensuite les difficultés dans les relations sociales du coup. Alors en partie par cette peur de l'abandon, mais aussi parce que tu as beaucoup de variations de l'humeur. D'un coup, enfin, sur une même journée, tu passes de je m'ennuie, j'ai envie de me tuer, ça va bien. Tu vois, tu navigues tout le temps entre plein d'émotions, donc c'est compliqué après de gérer des relations sociales avec ça. Ce qui est problématique aussi, c'est que la vision de l'autre, en fait. Tu passes souvent par deux stades. C'est soit tu idéalises la personne, vraiment, je prends l'exemple de mon amoureux, bah, il est parfait, il s'occupe de moi, c'est vraiment l'homme de ma vie, je veux tout faire pour lui. Et des périodes où bah, tu vas plutôt être déçu en fait par les personnes. Par exemple, un truc tout con, je vais envoyer un message à mon chéri et il va pas me répondre forcément ce que j'attends. Et derrière ça, je vais réfléchir de 10 milliards de façons. Pourquoi il m'a répondu ça et pas ça? Enfin, voilà, c'est très prise de tête. Je sais pas si je vais trop vite, parce que j'ai mes notes à côté, donc ça me perturbe un petit peu. Je voudrais que ce soit quand même assez clair, donc globalement, déjà, pour t'aider, il faut que tu te dises que la personne borderline, elle connaît pas de demi-mesure. C'est tout l'un ou tout l'autre, c'est le yin et le yang, c'est le bien et le mal. Il n'y a pas de nuance entre les deux. C'est un moyen de se représenter les choses qui est quand même ben, très parlant, je trouve, comme exemple. Dans le trouble de la personnalité borderline, on a aussi une grosse partie de perturbation de l'image de soi. Alors évidemment, je parle de la faible estime de soi, pas de confiance en soi, enfin vraiment une relation à toi-même qui est très compliquée. Enfin moi je sais que c'est très souvent où je me dis intérieurement que je me déteste en fait. Et c'est pas forcément que du physique à dire ah bah j'aime pas mon nez, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est vraiment comme si j'étais une autre personne en face de moi et que je détestais cette personne, mais au plus haut point quoi. Ça peut paraître assez bizarre ou assez violent, mais je me déteste, c'est un fait. Je me déteste, je me trouve nulle, voilà, tout simplement. Euh, Ce qui est un petit peu en lien, c'est ce qu'on appelle l'habilité de l'humeur. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu changes ça veut dire que tu changes d'humeur très vite, et c'est des variations qui sont très intenses et chroniques du coup, et t'as vraiment pas de contrôle là-dessus. Il y a quelque chose que moi je suis pas trop sensible aux crises de colère pour l'instant, parce que là aussi je sens que c'est en train de changer, mais c'est des grosses difficultés à gérer la frustration, à gérer la tristesse, à gérer bah, le fait que tu te détestes, à gérer les relations sociales qui te coûtent énormément d'énergie. Enfin, tu remets tout en question tout le temps, c'est vraiment épuisant. Euh, Déjà de base, et en plus ton humeur change. Voilà, t'as passé une bonne journée clairement. Et le soir, bah pouf, tu vas te dire, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah je suis vide, j'ai envie de me tuer. Enfin bref, c'est très dur à gérer du coup. Et des phases comme aujourd'hui où je suis ben, plutôt excitée parce que je sais que mon amoureux va rentrer ce soir, on va passer une bonne soirée, voilà. Alors, très important aussi, l'impulsivité.
Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le mot qui me caractérise parce que ça regroupe énormément de choses. Là, on parle d'impulsivité, plus particulièrement parce que cette impulsivité, elle va être à l'origine de troubles du comportement. Donc, qu'est-ce que j'entends par les troubles du comportement? Ça va être tout ce qui est conduite à risque. Personne borderline, clairement, bah pareil, hein, comme dans l'image du noir et du blanc, tu joues avec la vie et la mort. C'est, c'est assez tranché, on va dire. Qu'est-ce que j'entends par conduite à risque? Ça peut être des conduites alimentaires, l'anorexie, la boulimie. Par exemple, je sais que j'ai des grandes périodes où bah, je vais manger une fois par jour et encore maximum, donc après je perds des forces, etc. Et il y a d'autres étapes où je vais me faire une raclette, je vais manger comme une dingue pendant 3 semaines, et après bah retour à la diète, j'ai envie de dire. Voilà, après ça c'est pas ce qui est le plus je tousse. C'est pas ce qui est le plus embêtant, la conduite alimentaire. En ce qui me concerne, ça va des scarifications à la prise de toxiques, donc en masse, hein, que ce soit cannabis ou alcool plus, vraiment plus, jusqu'à bah, la tentative de suicide, ça m'est déjà arrivé. Et ça peut aussi passer par des choses plus anodines, comme, je sais pas, dépenser, oui, ça m'arrive aussi, dépenser la thune que je n'ai pas. Donc c'est assez problématique, c'est pour ça que je suis suivie en addictologie aussi. Voilà, vous êtes toujours en vie. Alors un autre point qui est hyper facile à comprendre, c'est le sentiment de vide chronique. En gros, bah, t'as l'impression de d'être vide, de même pas exister, quoi. Tu es là sans être là. C'est difficile à expliquer, mais cette sensation de vide, elle est vraiment pesante. Alors d'autant plus que je suis dépressive, donc je suppose que ça va avec aussi, hein. Mais ouais, la sensation que tu sers à rien, que t'as même plus de sentiments. Je suis déjà passée par ces étapes, surtout quand j'étais hospitalisée, où bah, j'ai appris des mauvaises nouvelles, j'ai eu des relations toxiques avec d'autres personnes, mais bah, étrangement, ça m'effleurait à peine en fait. Tellement je me sentais vide. Voilà. Alors, un autre point qui est compliqué, c'est le traitement des informations. Donc, c'est en lien avec les difficultés de relations sociales. Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir des relations sociales. J'ai très peu d'amis. Le peu d'amis que j'ai, c'est des vrais amis par contre. Mais tu me mets dans une pièce avec des gens que je connais pas, je vais absolument pas prendre la parole. Ou si je prends la parole, c'est parce qu'on m'a posé une question et je vais être très mal à l'aise. Bref, donc en lien avec ça, il y a le traitement des informations qui ne se fait pas comme chez les personnes ben, normales. Je vais interpréter en fait les informations différemment malgré moi et ça va me conduire à des erreurs de jugement en fait. Et ce qui est dangereux, c'est que ça peut aller jusqu'à des troubles bah, qui sont psychotiques pour le coup, des troubles que tu ne te rends pas compte. Donc c'est assez difficile de gérer ça puisque tu ne te rends pas vraiment compte que tu déconnes en fait.
Moi, je sais que ça m'arrivait surtout au travail, où j'entendais parler, mais pas très fort, et j'étais mais persuadée que qu'on parlait de moi. Je pense que non, mais je suis persuadée que souvent on parlait de moi pour me dire, t'as vu, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça va pas et tout. Vraiment des gros moments comme ça où on appelle ça des moments de déréalisation. Euh, alors non, on n'appelle pas ça les déréalisations. La déréalisation, c'est quand tu as l'impression de ne pas être toi-même, de ne pas être réel. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier aussi. Euh, Mais ce que je voulais dire avant, je me mélange avec le fait de traiter les informations de la mauvaise manière et qui te conduisent à des erreurs de jugement, c'est que ça t'amène en fait au sentiment de persécution. Et ça, c'est quelque chose qui est très lourd à gérer. Parce que, bah voilà, au travail, t'as entendu des collègues, tu sais qu'elles parlaient de toi, enfin, tu te dis qu'elles parlaient de toi. Après, tu vas les recroiser, ces collègues, et tu vas te méfier, tu vas peut-être tendre un peu plus l'oreille quand elle parlera avec une autre personne. Enfin, ça t'amène dans un délire, ouais, de persécution qui est juste complètement inutile, qui te bouffe de l'énergie et voilà, enfin, qui sert à rien, quoi. Après, quand je parlais de troubles psychotiques, euh, c'est là où je parle de sentiment de déréalisation. C'est quelque chose qui se traduit par comme si t'échappais à la réalité en fait. Je saurais pas comment l'expliquer, mais des fois, quand je me regarde dans le miroir, je me vois, mais j'ai pas l'impression que ça reflète la personne que je suis. C- C'est même pas ça, c'est je vois à quoi je ressemble. Je sais que je suis brune, que j'ai les cheveux longs, mais dans ces périodes-là, je ne me reconnais pas, en fait. Je suis pas capable de dire cette personne que je vois en face de moi, c'est moi. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi. Donc ça, c'est quand même assez particulier comme expérience. Euh, une des dernières choses que je voulais aborder, c'est la notion de fragment. Alors, si j'ai bien compris, ça s'inspire en fait des alters, des personnes qui ont des troubles dissociatifs de l'identité, sauf que c'est moins poussé, en gros. C'est pas une autre personnalité que t'as, c'est juste, t'as l'impression un peu d'avoir plusieurs personnalités quand même. Comme par exemple aujourd'hui, je vous ai dit, bah, je suis surexcitée parce qu'il y a mon copain qui va revenir, mais ça, c'est un peu mon fragment social qui va parler, qui va rire, qui va boire, qui va blaguer. Et je sais que j'ai d'autres fragments. Bah, par exemple, j'ai le fragment guerrière un peu, qui a été beaucoup présent ces derniers jours, mais qui commence un petit peu à s'en aller malheureusement, parce que j'étais vraiment motivée à avancer dans les démarches administratives, à m'inscrire à Pôle emploi, à faire des demandes auprès de la MDPH, enfin, t'as tout un parcours à faire et du coup j'étais en mode carrière. Mais là, je sens qu'elle part en vacances et que je me retrouve qu'avec moi-même, donc j'espère que je vais pas être avec mon fragment dépressif parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Après, la notion de fragment est pas forcément présente chez tout le monde. C'est juste une espèce de sensation d'être plusieurs personnes en même temps. Enfin, pas plusieurs personnes en même temps, mais d'être toujours la même personne, mais avec des skills différents, on va dire. C'est un peu comme ça que je le verrais. Voilà. Si je devais résumer, en gros, impulsivité à mort, difficulté à gérer ses émotions, instabilité et difficulté dans les relations aux autres et avec toi-même.
plus les addictions. Donc ça, effectivement, c'est typique des borderline. Euh, c'est des béquilles en fait pour continuer d'avancer, pour être mieux que ce que tu es toi-même, pour te sentir mieux, pour faire comme les autres, sinon pour oublier tout simplement. Mais c'est pas quelque chose qui est bon pour toi, évidemment. C'est des addictions, c'est néfaste, c'est sûr. Après, où j'en suis par rapport à tout ça, euh, ce que je trouve extrêmement difficile, c'est de faire la part des choses entre ta personnalité et la pathologie. Je me demande, est-ce que je suis comme ça parce que c'est la pathologie, ou est-ce que je suis comme ça parce que c'est aussi ma personnalité? C'est vraiment compliqué. Après, je sais que je suis malade. Du coup, j'ai été diagnostiquée. Mais du coup, qu'est-ce que je serais si j'étais pas malade? Pour moi, j'ai été malade à partir de la classe de quatrième, parce que j'ai eu un événement très compliqué. Et c'est depuis ce jour-là où j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé dans mon enfance, etc. Enfin bon, bref, on va pas en parler maintenant. Et avant ça, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'avant j'étais quelqu'un de toujours souriante, qui rigolait tout le temps, toujours très vivante, toujours partante. Et cette personne-là, je l'ai perdue. J'ai vraiment la sensation de l'avoir perdue. Elle refait surface de temps en temps quand il y a vraiment des choses, je sais pas, quand je vais aller dans un parc d'attractions, quand je vais revoir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, où là je retrouve cet élan vital de quand j'étais heureuse finalement. Après, je vais pas noircir le tableau, je suis pas malheureuse non plus tous les jours, il y a des moments où ça va. Mais c'est compliqué de faire la part des choses. J'espère que j'ai été à peu près claire par rapport à tout ça. Surtout, n'hésitez pas à me dire si j'ai dit des grosses conneries, ou si j'ai oublié des trucs, ou si vous avez des questions, bah, éventuellement j'y répondrai peut-être. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.